Madame Lebranchu, je vais vous passer la parole. Merci d'avoir patienté, d'avoir écouté. C'est assez rare, je tiens à souligner, qu'un ministre reste comme ça pendant une heure et demie pour écouter l'ensemble des élus locaux. On a entendu parler stabilisation législative, un État plutôt moins contrôleur mais coproducteur de l'action locale. Donnez-nous de la souplesse, simplifiez les procédures et garantissez nos moyens financiers. Je crois d'ailleurs qu'il est dans les intentions fermes du gouvernement de réformer la DGF et d'intégrer cette réforme dans le projet de loi de finances pour 2016. Je vous passe la parole maintenant pour que vous nous fassiez part de vos constats et de vos réactions. Je ne vais pas reprendre tout, parce qu'autrement il faudrait reprendre une heure et demie. Mais dire quand même quelques éléments importants, on en parlait en aparté aussi bien avec Martin Malvy qu'avec Nathalie Appéré. Il faut avoir en tête à nouveau que les règles du jeu du Parlement ont changé. Alors ce n'est pas un jeu, pardonnez-moi. Ce n'est plus le texte du gouvernement qui est discuté dans l'hémicycle, c'est celui des commissions des lois. Et donc le gouvernement avait déposé un texte, le gouvernement ne se reconnaît pas dans les textes aujourd'hui. Et pour faire complètement l'histoire, on avait un premier texte, on s'était inspiré parce qu'il était possible qu'on arrive au gouvernement, donc un an avant, 18 mois avant. On avait travaillé ce sujet, tout le monde avait dû le faire dans toutes les familles politiques, et donc on avait préparé un texte, une loi cadre, une trentaine d'articles, et déposé en juillet 2012. Mais le Sénat a dit non, parce que moi je suis en train de faire des états généraux du Sénat. Donc, allez vite, qui était notre première proposition, allez vite, tomber sur cet écueil. Et puis, on a fini les États généraux du Sénat. Et là, on a commencé à voir arriver des propositions, effectivement, de partout. En octobre, un compte-rendu des États généraux du Sénat complexe. Moi-même, une feuille de route du président de la République qui était de dire travailler avec tous les élus. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a eu 126 réunions de concertation. D'abord parce qu'il y a 26 ou 28 associations d'élus et que chacun venait en plus sur des problèmes particuliers, les syndicats d'eau, les syndicats d'électricité, l'assainissement, la montagne, le littoral, la plaine, l'agriculture, la mer. Enfin, voilà, donc une les petites synthèse villes. difficile. Et après, on a eu les petites villes, les moyennes villes, les grandes villes, les très grandes villes, les métropoles, les départements, les régions. Et l'un disait ceci, et l'autre rappelait après au téléphone en disant « Oui, l'association a dit ça, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. » Et c'est vrai que je serais incapable d'écrire l'histoire de cette construction, parce que c'est quelque chose qui est inénarrable, en fait. Et d'ailleurs, je dis, et je l'ai souvent dit à Olivier Dussopt depuis qu'il est président, il y a un moment aussi où il faudra structurer nos échanges, je me classe du côté des élus locaux dans ce propos, par territoire aussi. Pas seulement par petite ville, grande ville, moyenne ville, département, région, mais par territoire. Parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Et la petite ville qui est dans une métropole, il y en a. La petite ville qui est bourg-centre d'une interco, la petite ville très isolée ou très près d'un milieu urbain qui a un pôle gare ou qui n'en a pas. Je veux dire, c'est pas homogène non plus, les petites villes. La seule chose dont on soit certain, c'est qu'elles ont un rôle particulier à jouer sur le maillage du territoire français et que ce maillage du territoire, il faut qu'on le garde. Alors ici, on est en Bretagne et c'est vrai que, je ne veux pas dire qu'on a été exemplaire, mais sans doute une position très excentrée par rapport au cœur européen a conduit les élus très très tôt à s'organiser. Et à s'organiser, parce que tout autour, ils ne pouvaient pas se marier avec les gens d'à côté parce que c'était des poissons, donc c'est compliqué, vous avez vu, il y a la mer partout. Donc cette espèce d'insularité a provoqué le besoin absolu de s'organiser, y compris depuis les années 62-65. Donc je reprends l'histoire de ce texte. Du coup, on a découpé le texte, MAPTAM... Et puis ensuite, la loi actuelle, qui n'est pas une loi de décentralisation, moi je passe beaucoup de temps à le dire, parce que la grande décentralisation qui a été faite par ce mandat, c'est la formation professionnelle. Elle n'est pas dans cette loi. Elle était dans la loi sur la formation professionnelle. Le deuxième point important de décentralisation, ça a été la gestion des fonds structurels par les régions, et ça, c'était une décision de l'État. C'était réglementaire, donc elle a été prise assez vite. C'était ça les deux points majeurs de ce qu'on voulait redonner aux régions. En revanche,
Quand on fait le tour maintenant des missions de l'État, missions régaliennes ou missions non régaliennes, il n'y a pas beaucoup de demandes de décentralisation au-delà de ce qui existe. Quand on bouge sur les universités, vous avez des défilés de chercheurs, peut-être pas vous, qui arrivent en disant « Stop, les universités, c'est vraiment le monde des universitaires et de l'État, et c'est un monde mondial, international, et il doit être davantage branché sur le monde que sur ses territoires. » Quand vous vous dites collège, lycée, faire des cités scolaires, vous avez des départements qui disent « Ah non, non, parce que moi, les collèges, je sais faire », les régions qui disent « Les régions, je savais faire ». Donc on ne repense pas la chaîne éducation. Je mets de côté toutes les questions de sécurité et les grandes missions régaliennes qui naturellement resteront exercées par l'État. Donc nous sommes dans un pays qui ne veut pas davantage de décentralisation. Et je pense que tant qu'on dira qu'on est dans une époque de décentralisation et que feront tout pour qu'on ne décentralise rien, effectivement, il vaut mieux, alors, et là, je plaide pour ce que j'ai voulu faire du coup, organiser territorialement la République. Parce que il n'y a aucun compte-rendu d'association d'élus qui demande, en dehors des régions, un acte de décentralisation. Aucun. Il n'y a que des demandes d'organisation ou de liberté ou d'intelligence, comme disait Loïc Corré tout à l'heure, mais il n'y a pas de demande de compétences supplémentaires à décentraliser. Donc ce n'est pas la peine de dire on n'a pas décentralisé assez, quand 100% des associations d'élus, 99%, puisque je mets la RF de côté, ne veut pas de décentralisation. Donc soyons au moins clairs entre nous tous. Après, organisation territoriale de la République. Moi j'ai proposé, et je crois profondément, à ce que vous avez tous dit sur la gestion du temps. Il y a eu une loi en 2004, il y a eu une loi en 2010, on a une loi, et encore une loi, il faut arrêter de faire des lois. Et j'ai dit à la tribune, à la première loi, on rentre dans la société du contrat au XXIe siècle. Il faut qu'on clarifie un certain nombre de compétences, c'est pourquoi on a créé la conférence territoriale de l'action publique, qui permet aux exécutifs à qui on fait confiance, autour du président de région, mais accompagné par l'État quand on veut demander des expérimentations, y compris sur l'enseignement supérieur, je vous fais remarquer qu'il y a 0 demande à ce jour, eh bien, on a ce ferment des exécutifs qui peut dire quel est notre projet à construire ensemble et qui va le gérer. Est-ce que pour cette telle ou telle question, c'est les départements ou la région, par exemple? Moi, je ne souris pas du débat sur les transports scolaires parce qu'il est caricatural. On dit les régions ont un rôle majeur à jouer, je vais vite, je ne reprends pas tous les points, c'est la cohérence. On ne peut pas laisser se développer les métropoles de façon forte, sans les faire entrer dans la loi, ce qu'on a fait, mais sans parler de cohérence et de quelqu'un qui fait l'arbitre sur le schéma régional d'aménagement du territoire, de développement économique, l'innovation. Les régions ont ce rôle d'arbitre. Et d'ailleurs, Pierre Cohen remet un rapport sur comment affiner le lien que vous demandiez, monsieur le président Malvy, entre les régions et les métropoles. C'est essentiel. On va sans doute s'y atteler pour border un peu mieux les choses. Rôle d'arbitre, cohérence. Mais aussitôt après, le département dit « Ah non, 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 moi je veux les routes. » Alors toi, tu as les chemins de fer, moi je prends les routes. Et puis, tu auras les trains, les cars, les avions, les bateaux. Ah non, non, tu n'auras pas les bateaux. Ça, c'est depuis 3 jours. Non, parce que moi, il y a longtemps que je fais ça, je le fais bien. Oui, mais le port de commerce a besoin derrière de lignes de chemin de fer dédiées au fret. Ça, c'est les régions. Mais le port, non, ce ne sera pas les régions. Il faut essayer de retrouver une cohérence en tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas se faire confiance? Et moi, mon observation aujourd'hui, c'est que les élus ne se font pas confiance entre eux. Si je ne te passe pas si je te passe le port, tu vas... Alors là, ça va être une catastrophe. Si je te donne les routes, ça va être l'enfer. Si tu prends les collèges, ils vont fermer. C'est pas vrai. Je veux dire, on avait des moyens avec la conférence territoriale de l'action publique de dire il y a des compétences et après, région par région, on passe des accords. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose d'avoir la mer tout autour ou d'être en bordure de Belgique où j'étais j'étais avant-hier avec les élus du Nord ou en Picardie où on est coincé entre
la grande Europe du Nord, la région parisienne, où on est l'échelon entre Paris et Bruxelles, ce n'est pas du tout de même nature que d'être dans Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas dire, on donne des compétences fermes aux régions, mais aussi on leur donne la responsabilité, avec l'ensemble des exécutifs, de voir qui, dans telle ou telle région, est le mieux à même de porter telle ou telle compétence. Moi, c'est mon regret. C'est mon regret, parce qu'on ressaucissonne et que peut-être que les départements, dans certains départements, vont demander de refaire remonter les routes aux régions, mais il y en aura 1 sur 4. Et les régions, dans ce cas-là, diront « Attendez, c'est trop compliqué ». Donc, c'est mon regret, et je pense qu'on n'a pas voulu tous ensemble dire qu'on avait l'intelligence des territoires, parce qu'enfin, l'État faisait un effort. Il reconnaissait pour la première fois dans son histoire, de façon claire et nette, la diversité des territoires, et disait pour la première fois, on ne peut pas faire la même chose partout. Et aller jusqu'à quelque chose qui est heureusement resté dans la loi, qui est l'ouverture vers un pouvoir réglementaire donné aux régions. Moi, en Bretagne, je reçois des délégations d'élus tout le temps, de petites communes, qui me disent les communes littoraux rurales sont en grande difficulté. Parce que si le bourg est dans zone littorale, on est obligé de construire les lotissements sur les meilleures terres agricoles. C'est une erreur pour l'avenir de la France et de l'Europe, c'est vrai. Donc, réfléchissons, pouvoir réglementaire, comment on s'adapte bien. Pouvoir aussi d'expérimentation. Avec ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure, malheureusement, je dis malheureusement, on a écrit dans la Constitution qu'une expérimentation qui réussit ici doit être appliquée à tout le monde là. Ça n'a pas de sens. La République, elle n'est pas uniforme, même si le droit doit être préservé, ainsi que l'accès au droit. Donc, je trouve qu'on recule, je le dis comme je le pense, et qu'on n'a pas réussi à répondre à la question qu'avaient posée Yves Crattinger et Jean-Pierre, qu'avaient posée ensemble Yves Crattinger et Jean-Pierre Raffarin, en même temps qu'on avait le rapport Malvy-Lambert sur quelle est la meilleure structuration. Et ce rapport disait des grandes régions et peut-être pas toujours des départements, ou bien des petites régions et peut-être pas toujours des départements, des grandes régions et des départements, mais qui soient recentrés sur leurs compétences de solidarité. Alors, on va revenir à ce recentrage des départements sur la solidarité. On invente la compétence de solidarité territoriale. Ça répond à ce que disait le président Goulard tout à l'heure. Effectivement, si un projet communal ne peut pas sortir, parce que la commune est dans l'incapacité de trouver les financements, quel que soit le projet, le département pourra lui donner le coup de main. Et pourra aider les intercos, en revanche, et ça rejoint tout ce que certains ont dit sur l'intercommunalité, en fonctionnement et en investissement. Donc, ça veut dire que la solidarité territoriale devient une réalité. Mais il fallait un seuil. Il n'est pas tombé du ciel. On a fait une belle étude, je crois, sur le bassin de vie des citoyens. Le bassin de vie des citoyens, c'est logement, travail, école, collège, lycée. C'est ça la vie des citoyens aujourd'hui. C'est-à-dire dans quelle ère je vis. Et on avait trouvé à peu près 20 000 habitants. On avait essayé sur la superficie, ça donnait le même résultat. Mais il fallait, et Olivier Dussopt, avec le travail qui a été fait, a trouvé l'adaptation nécessaire. Il fallait des adaptations, on s'y était engagé, on a commencé au Sénat, on a continué. Je pense que les adaptations sont de qualité pour la montagne et les zones peu denses. Mais on continue à essayer de reculer. Et je pense que quand vous dites qu'il faut du temps, peut-être, il peut se donner des délais, l'eau, l'assainissement, on a beaucoup discuté, je crois que la discussion va continuer sur les délais. Mais si on va pas, si on recule par rapport aux 20 000, nonobstant les 43% de PCI qui ne sont pas concernés, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, on va recommencer. Et on va dire, mais c'est trop petit, c'est pas adapté. Et donc, à la fois, on demande du temps, et à la fois, on dit, mais il nous faut du temps, il nous faut du crantage et des étapes. Eh bien, ça fera encore des textes. Et ça fera encore de l'instabilité. Donc moi, j'en appelle effectivement au fait que même si le seuil baisse, ce que on verra bien, puisqu'il y aura une discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat dans laquelle le gouvernement n'a pas beaucoup de choses à dire, je vous le rappelle quand même. Eh bien, au bout de tout cela, peut-être que même si le seuil a baissé, il faudra aller sur les seuils les plus hauts possibles pour que nos citoyens, eux, aient les services qu'ils demandent. Moi, je dis toujours, on a fait le choix de garder les 36 000 communes. Ce n'était pas obligatoire. C'est le choix. Le maire, représentant de la République, c'est le choix. Mais on ne sauvera les communes que si on a des intercommunalités fortes. Sinon, c'est le citoyen qui va, lui, quitter la commune parce qu'il n'y a pas le service.
Or, si l'intercommunalité amène le service, alors on aura moins de zones de déprise démographique. Et il faut qu'on l'ait en tête. Parce que 29 000 communes de moins de 1 000 habitants, ça ne fonctionne pas. Et les maires ont beau avoir le pouvoir, ils ont du pouvoir, mais ils n'ont pas les moyens du pouvoir. Donc ça, c'est une vraie force qu'il faut rappeler. Et j'en arrive parce que je vais vite et que je compte sur vous, de toute façon, pour faire avancer encore les choses. Moi, je ne suis que ministre et je peux vous dire que c'est sans doute celui qui a le moins de pouvoir in fine. Je pense que sur les finances locales, la grande question, c'est les inégalités profondes, vues dans le rapport Malvy-Lambert, réexpliquées largement par le rapport de Christine Pires-Beaune et du malheureusement décédé Jean Germain, qui montre qu'à situation égale, ça va de 1 à 7. De 1 à 7. C'est pas du tout, je ne suis pas d'accord avec le président Goulard là-dessus, c'est pas du tout, il faut donner pareil aux petites communes et aux grandes communes. C'est pas le sujet. C'est qu'à égalité, les dotations ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des rentes. Il y a longtemps que, depuis le VRTS des années 72, puis 75, l'arrivée de la taxe professionnelle, et j'en passe depuis en roulant comme ça, on a empilé des strates, et du coup, c'est totalement injuste. Il faut avoir le courage de la justice. Et le courage de la justice, moi, je vous donne rendez-vous sur le courage de la justice. Moi, je vais proposer une réforme de la DGF, j'irai au bout. Sauf si on me vire avant. Mais j'irai au bout. Et on verra qui est d'accord pour dire effectivement il y a une injustice. Reprenons le département 56. Alors, pas de chance parce que département 56 a eu, comme tous les autres, l'autorisation d'augmenter ses DMTO les 2 dernières années parce qu'il avait besoin d'argent. Quand on voit la situation, le 56 n'a pas eu besoin d'augmenter les DMTO. Mais dans les départements du centre de la France, ils ont été obligés de monter les DMTO au plus haut, et ils n'ont pas réussi. Pourquoi avoir de ressources suffisantes? Parce qu'il n'y a pas de mutation, parce qu'il n'y a pas d'achat de propriété. Et quand on achète une maison là-bas, elle coûte 80 000 €, et si je veux acheter une maison à Vannes, ou bien à Auray, ou bien à Quiberon, ça va être un peu plus cher. Donc, il y a un vrai sujet sur les mutations, il y a un vrai sujet. C'est qu'il y a des pressions foncières telles qui font que, à la fois, certains habitants ne peuvent plus y habiter, c'est le cas y compris à Paris, et puis que la base de la ressource fiscale n'est pas au rendez-vous. Donc moi, je propose effectivement cette réforme des dotations, parce qu'il va falloir aussi qu'on soit courageux jusqu'au bout. Moi, j'entends RSA, mais est-ce que le RSA n'est pas quelque chose qui relève de la solidarité nationale? Est-ce qu'on est capable, dans ce cas-là, d'avoir un vrai débat? Pierre Maille, qui n'est plus président du conseil départemental du Finistère, l'avait lui-même parfaitement posé. Sur les allocations, est-ce que nos personnes âgées ou nos personnes en situation de handicap, mais nos personnes âgées par exemple, est-ce que la solidarité doit reposer sur la famille, sachant que ça pourrait être sur la personne elle-même et un ticket modérateur qu'on n'a pas voulu mettre? Est-ce que sur la famille, succession? Est-ce que, et on a augmenté un peu l'impôt sur la succession pour alimenter les fonds de solidarité? Est-ce que c'est la base des impôts territoriaux, locaux, qui sont injustes? Ou est-ce que c'est un débat national? Je veux dire qu'il va falloir le reposer. Mais à chaque fois, on dit, allez, l'État va combler le trou, il a apporté 900 millions d'euros cette année en dehors des dotations, mais j'entends beaucoup de demandes, et après, on commence à travailler, et puis on ne va pas au-delà. Le maire Favier le sait. J'ai demandé que sur la réforme de la DGF, tous les groupes parlementaires participent au travail. Mais on m'a répondu, non, on ne va pas participer au travail parce que c'est quand même la majorité qui doit assumer. C'est une erreur. Parce qu'on peut poser ensemble le diagnostic, poser ensemble des pistes, et c'est après la majorité qui est responsable des décisions qui seront votées ou pas votées. Mais je pense que la responsabilité des uns et des autres, c'est au moins d'être d'accord sur le diagnostic, et puis on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, les inégalités sont d'une telle violence que moi je me bats pour qu'on ne puisse plus dire, et au niveau des régions, on attend beaucoup d'elles, qu'un enfant qui naît ici, ou un enfant qui naît là, en France, avec
même typologie de famille, n'a pas les mêmes chances. Et on parlait des charges de centralité tout à l'heure. La ville-centre, elle porte des charges de centralité pour les autres communes. La délégation des maires ruraux de l'AMF me disait hier matin, c'est pas normal. L'intercommunalité, c'est fait pour qu'on se partage les charges de centralité. Ben oui, aussi. Parce que la petite ville, elle, qui va assurer l'environnement du collège, la médiathèque pour les communes qui ne peuvent pas le faire, c'est normal qu'elle dise à un moment donné, bien, on met ensemble nos ressources, nos moyens, nos projets. Et je crois que, parce que je suis trop longue et que je quitte mon rôle de ministre et que je vous dis ce que je pense, mais ça fait 3 jours que c'est pareil, et que je dis effectivement, je ne veux plus pas avoir de langue de bois. Il y a des replis qui sont, y compris sur certaines communes nouvelles, qui sont des replis de défense. Avec le préfet des Côtes-d'Armor, on a eu une excellente réunion avec les élus de la région de l'Envolon qui ont décidé en fait de ne plus être en défense contre leur ville, alors que leurs villes sont tellement utiles. Il y a des petits replis d'interco de défense. Moi, je pense qu'il faut avoir une avancée d'intercommunalité, de projet, d'intelligence, de partage, de solidarité. La France, elle a un modèle extraordinaire. Moi, on me demande d'aller dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde, et y compris en Chine. Le maire de Shanghai me dit, mais comment on pourrait faire? Parce que lui, il prend effectivement une décision à 8 heures, il commande les travaux à midi. Sauf que la pollution, il en crève. Sauf qu'il n'y a plus de circulation pour les piétons. Sauf qu'il y a un manque de normes extraordinaire. Et je vais même aller jusqu'aux normes, jusqu'à la liberté. Moi, je pense qu'il y a des normes qu'il faut enlever. On a fait une ordonnance pour vous permettre d'aller plus vite sur vos permis de construire. On a enlevé les obligations sur les parkings, la hauteur, etc. etc. Mais qui ralentit le plus les projets? Ce n'est pas la norme, c'est le citoyen. Ce n'est pas dans mon jardin, quoi. Donc, on a, avec cette ordonnance, on va vous permettre, regardez-la bien, de donner les clés du projet avant, et à ce moment-là, les citoyens ne pourront plus s'y opposer après. C'est difficile, mais il va falloir le faire. On peut baisser les normes, mais parfois les ABF ont aussi sauvé des monuments. Parfois, ils sont allés trop loin. Moi, je dis toujours, Morlaix, il y a un ABF, c'était tout bleu. Il fallait mettre que du bleu. Puis son successeur, c'était du rouge, je ne sais plus comment là, on l'appelle, un peu prune. Voilà. Donc, non, ça c'est pas normal. Mais un peu de contrôle et retrouver, je sais que je suis trop longue, mais retrouver... Non, j'aperçois Olivier Dussopt qui va lire la résolution et Olivier, je suis désolée, mais ça me faisait plaisir, tu vois, puisque tu m'as invité. Rejoignez-vous. Je me suis dit, il a eu tort, parce que m'inviter en fin de matinée, c'est vraiment une mauvaise idée, Olivier. Mais je vais m'arrêter là. La norme, elle peut protéger les élus. Elle peut protéger les élus. Merci beaucoup.